Mes commentateurs aujourd'hui pour ce débrief de l'ActuTech, David Lacomblette, président et fondateur du think tank La Villa Numériste, est également l'auteur de Digital Citizen aux éditions Plomb et de S'informer demain, lutter contre les fake news, édition de l'Observatoire. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alain Staron, disrupteur opérationnel, fondateur d'Amborella, vous êtes auteur d'Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, édité chez Debec Supérieur. Alors, moi, dans mon viseur cette semaine, j'avais quelques sujets. Notamment cette application Tous Anti-Covid, que l'on utilise désormais massivement, on va dire, qui a été épinglée pour sa collecte de statistiques. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée au mois de juin. Et là, 3 chercheurs français nous disent que cette collecte peut mettre en danger les propriétés de sécurité et de protection de la vie privée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité est activée par défaut. Ça, c'est peut-être déjà la première chose, moi, que j'ai découverte en suivant cette actualité. Ça vous a surpris, vous aussi ? Si vous retirez les statistiques et la collecte de données, il ne reste pas grand-chose quand même dans Tous Anti-Covid. Le pass sanitaire... Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous l'avez déclenché. Réalité... Alors moi, je l'ai désactivé hier, par exemple, la collecte de statistiques. La réalité, c'est que c'est assez peu utilisé, malheureusement. Et effectivement, c'est tout l'intérêt que de pouvoir collecter des statistiques pour avoir une cartographie de l'évolution du virus, le prédire, le prévoir et le prévenir, et donc aider le système de santé. Et donc, si vous retirez ça, vous retirez quand même une aide précieuse pour lutter contre le virus. Malheureusement, il n'a pas été assez utilisé. La réalité, c'est que ça ne fait pas plus mal que Netflix. D'ailleurs, quand vous choisissez un film sur Netflix, on vous propose d'autres films proches de vos goûts. Là, il faut bien savoir que vos données personnelles, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous avez la maladie ou pas, une fois que vous l'avez déclarée. Et c'est bien tout l'intérêt du cahier de rappel. Et je ne vois pas beaucoup d'établissements non plus l'utiliser. Alors là, tout à fait, je vous rejoins absolument, David Lacomblette, c'est qu'il y a des applications bien plus indiscrètes que Tous Anti-Covid, qui font moins attention. Ce qui est vrai, c'est que là, on est sur une appli gouvernementale, avec des promesses, des garanties, et que donc la moindre faille dans le système, quand même, nous fait réagir, à l'instant. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Anti-Covid, c'est gouvernemental. C'est une émanation du politique, de nos gouvernants. Et on est soudain beaucoup plus précautionneux que si c'est notre fameux Facebook, Netflix ou n'importe quel réseau social qui est une entreprise privée. Et alors, moi, ça m'interpelle, honnêtement, parce que pour quelle raison on a moins confiance dans nos gouvernants que dans les entreprises commerciales ? Pour quelle raison ? Il faudrait réfléchir à ça en termes de protection démocratique versus en termes de risques encourus. Est-ce que nous sommes une dictature ? Est-ce que nous sommes en Afghanistan ? Est-ce que... voilà, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une démocratie protégée ? Et en fait, le vrai sujet, c'est moins ça que ce qui advient de notre manière de penser à la suite de ce que font les entreprises privées. Alors, pour être tout à fait précis sur ce qu'ont mis en lumière ces 3 chercheurs, c'est que les statistiques donc, incluent un journal d'événements qui est très très détaillé, qui enregistre la plupart des actions qu'on réalise dans cette application. Et alors, en croisant l'ensemble de ces événements du journal, on pourrait en déduire des données personnelles et, comme tout cela arrive sur un serveur, il pourrait y avoir des fuites de données. Alors, ils disent quand même que les risques sont relativement très très faibles, mais c'est vrai qu'en tant que veilleur technologique, on se dit peut-être que là, cette appli qui veut tout faire, dans laquelle on a ajouté énormément de fonctionnalités, il faut essayer de la repenser techniquement. Alors c'est vrai que d'un point de vue statistique, même l'anonymisation profonde fait que, en cherchant bien, en recoupant, on peut retrouver le joueur de golf au fin fond de la presqu'île d'Ouessant. Oui. Faut-il encore y mettre des moyens colossaux ? Et que cela ait un intérêt. Donc, effectivement, ce sont des technologies sur lesquelles un continent comme le nôtre doit investir pour promettre à nos concitoyens. Et c'est vrai qu'en Europe, on a une exigence sur la protection de ces données, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, d'en laisser à loisir et le cœur vaillant sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'appelle à être vigilant sur toutes les autres applis. Alors, sachant qu'on a aussi démontré qu'il suffit de 6 flux de données. Ouais. On fait converger 6 flux de données, on sait exactement qui est qui et qu'est-ce qu'il fait. Donc si, ça va très très vite. Ouais. Alors, c'est un truc qui tourne, ce problème de la non-possibilité de rester anonyme, c'est un truc qui tourne depuis déjà plus d'1 an.
Et Google a apporté une réponse en disant, par exemple, moi, j'anonymise des cookies. Donc, clairement, il n'y a plus de cookies personnels, il y a des cookies par tribu. Et donc, disant à tout le monde, c'est cool, du coup, vous êtes protégés. Non, parce que Google garde les données personnelles. Et Google, ce n'est pas des flux de données de anti-Covid, c'est pratiquement toute votre attention dans le monde virtuel. Ils sont pas, avec Fitbit, ils sont maintenant dans le monde réel. Et la Commission européenne a accepté que Google rachète Fitbit. Donc, pour croiser des données de santé, des données d'attention, je trouve qu'ils vont très loin. Donc, moi, j'aurais plutôt peur de ça. Et donc, ceux qui attaquent anti-Covid, je leur suggère de regarder sur l'ensemble, absolument. On passe à l'autre actualité dans mon viseur. Cette semaine, c'est la Corée du Sud. Il existe désormais une loi qui interdit à Apple et Google d'imposer leur système de paiement dans leurs magasins d'applications. Ça veut dire que concrètement, les développeurs ou les éditeurs d'applications ne seront plus obligés de proposer Apple Pay, Google Pay pour l'achat d'applications. Ça laisse le choix aussi à l'utilisateur. C'est la fin d'un monopole. Est-ce que ça peut être un précédent dans le monde ? David Lacomblède ? C'est vrai que demain, en théorie, on pourrait utiliser PayPal, le retour, Samsung Pay. C'est un coréen d'ailleurs, oui. Faut noter, Spotify Pay ou que sais-je encore. Alors c'est vrai que c'est une rente de situation. Mais il faut bien voir que c'est votre carte de paiement dans l'univers des deux géants, mais c'est aussi une galerie marchande qui vous propose l'accès à toutes les applications possibles et inimaginables. Et donc vous avez bien ces deux choses-là, avec l'obligation pour les marchands de rétribuer ces deux géants de 15 à 30%. Voire même Google a imaginé d'aller encore au-delà des 30% demain, en passant un certain seuil. Si vous avez un autre système de paiement, comment vous faites ? Vous avez des prix qui vont varier en fonction des commissions qui sont prises. Je vous rappelle que c'est interdit en France. Quand vous allez chez votre marchand, le prix est le même que vous payez en liquide, en chèque ou en carte bleue. D'ailleurs, c'est bien pour ça que sur les petites sommes, ils refusent la carte bleue. Et donc, ça va avoir un effet incitatif sur le fait que les prix pourront peut-être baisser parce qu'il y aura des commissions plus basses. Donc, le consommateur devrait effectivement pouvoir s'y retrouver. Mais là, donc, vous avez soulevé un lièvre. On aurait un frein, nous, législatif. On ne pourrait pas se permettre d'afficher des prix différents en fonction des moyens de paiement. Ouais. Ouais, en fait, mais comme toujours, la commission, elle est mangée par le vendeur. Donc c'est lui qui absorbe le problème. Quand vous êtes un magasin aux 4 temps, par exemple, vous payez une commission à Unibail. Bon, vous ne la payez pas en pourcentage du chiffre d'affaires, mais vous la payez. Donc, Apple comme Google, ils ont simplifié la rémunération en disant je prends une part sur le chiffre d'affaires et alors 30%, ça leur fait l'année dernière 64 milliards de dollars chez Apple. Ça va, rien qu'en commission pour eux. Donc ils vivent plutôt bien. Alors effectivement, ils pourraient baisser. Moi, je trouve que ce qui est arrivé en Corée va faire précédent. Et ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'on commence à permettre à tout le monde de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup ? À la fin du fin, vous avez votre carte de crédit. Donc, à la fin du fin, Apple Pay et Google Pay ont désintermédié les cartes de crédit. Je ne comprends pas pourquoi ni Visa, ni Mastercard, ni Amex se sont placés là-dedans. Pourquoi ? Une des raisons, on est peut-être que ces gens-là, Google est vraiment dans le logiciel et Apple est en plus dans le hardware, donc ils ont eu les moyens de protéger le paiement. Apple, vous avez face recognition, etc. D'ailleurs, ce que dit Apple, c'est que grâce à nous, les paiements sont très sécurisés. Si on ouvre la boîte de Pandore, ça sera moins sécurisé. Qu'est-ce qui va donc se passer ? La boîte de Pandore va s'ouvrir, on aura d'autres moyens de paiement. À la fin, c'est toujours les cartes de crédit. J'espère qu'un des géants va s'y mettre ou pas, mais le vrai sujet, ça va être que le service utilisateur rendu, il va falloir se mettre au niveau de ce que propose un Apple Pay. Il faudra faire, ça, c'est un sacré défi. Et donc, il va falloir utiliser probablement les briques technologiques d'Apple et de Google. Et moi, je serais eux, je demanderais rémunération pour l'usage de ces briques. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, d'après vous, Alain, de toute façon, ils ne seront pas perdants. Alors, ils ne sont pas perdants à court terme. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est, OK, du coup, on ouvre le monde des paiements, le front-end des paiements, qui n'est plus les cartes de crédit, mais qui est maintenant ces systèmes dématérialisés. La question que je pose, c'est what's next ? Qui va s'emparer du sujet pour disrupter tout le monde ? Voilà, en tenant compte de ce qui va se passer. C'est pas le sujet d'en parler. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont aujourd'hui les épaules Alors, ce qui est intéressant, pour le faire ? Les banques ne pouvaient pas parce qu'elles sont trop monoclients. Donc elles ont créé des GIE cartes bancaires parce que justement, tout seul, ils n'y arrivaient pas. D'accord ? Les GIE cartes bancaires, certes, les cartes bancaires, parce que les Mastercard, bougent vers la protection des données. Donc, je vais de l'argent à la donnée. Logique. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, c'est quand je suis Apple, je paye à travers mon système, mais aussi avec Apple Pay, je peux payer partout dans les magasins. Donc j'ai bien disrupté plus largement que ça, sachant que les coms ne sont quand même pas les mêmes.
Ils disent qu'ils ne prennent pas de commission. Donc le vrai sujet, c'est il y a du matériel, une montre, un téléphone, voire des systèmes biométriques pour se reconnaître. Qui va se saisir de ça pour faire le futur de la transaction monétaire entre humains? Mais on voit bien qu'on est au début de l'aventure, quand on regarde l'émergence des paiements fragmentés, par exemple, qui vous permettent de payer des petites sommes en plusieurs fois. Une autre piste. Et donc, il y a effectivement beaucoup de place à prendre pour peu... C'était d'ailleurs un des sujets de reprise de Smartech, les nouveaux moyens de paiement. La bataille n'a fait que commencer. Il faut comprendre le point de douleur et sauter dessus. Autre sujet, c'est la publication d'un rapport sur le lobby des GAFAM. On reste quand même dans la thématique des GAFAM. Ce lobby mené auprès de l'Union européenne. Le rapport, je dois le dire, est le fruit du travail des organisations Corporate Europe, Observatory et Lobby Control. Il a été publié ce 31 août et on apprend notamment que 97 millions d'euros seraient dépensés chaque année en lobbying par les entreprises du secteur. D'ailleurs, il n'y aurait pas que les GAFAM quand même dedans. Ouh là là, c'est normal que des entreprises promeuvent ce qu'ils font et défendent leurs intérêts. C'est les moyens, en fait, qui surprennent. Oui, mais la réalité, surtout à Bruxelles, on peut faire confiance à la Commission pour défendre son intégrité. C'est des pays européens et on n'est pas dans des pratiques françaises un peu anciennes on va au déjeuner ensemble. Ça va bien au-delà. Il y a un registre de transparence qui existe. Et d'ailleurs, si une étude comme ça est publiée, c'est bien qu'elle peut se baser sur des données qui proviennent très certainement de ce registre. Et au-delà, la réalité, c'est que des parlementaires vont pas... Vous pouvez prendre les meilleurs avocats au monde, les meilleurs cabinets de lobbying. Ce qui va faire poids et foi vis-à-vis de parlementaires, c'est votre poids économique dans le pays où vous agissez et le nombre de personnes que vous faites vivre. Et donc, autant dire que des Deutsche Telekom, Orange ou même des agriculteurs ont toujours une voix qui portera plus que TikTok, qui a très peu de salariés sur notre continent, me semble-t-il. Et dans cette logique, Google vient d'investir 1 milliard en Allemagne pour créer des data centers, pour stocker des données en Allemagne, au même moment où les Allemands sont les plus remontés sur la protection des données privées et sont contre le Cloud Act. Donc, c'est loin d'être simple. Ils ont raison d'agir. Moi, je dis, le lobby, c'est normal, ça existe depuis la nuit des temps. La très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout est enregistré. Donc, voilà, il n'y a pas de risque. Laissons faire. Il y a 2 textes quand même en ce moment importants qui sont discutés en Europe, le Digital Services Act et le Digital Market Act. Et là, on apprend que les lobbyistes ont assisté à 75% des 270 réunions sur le sujet à la Commission. Oui, mais quand vous regardez la consultation qui est faite sur l'Intelligence Artificielle Act, c'est 300 avis qui ont été publiés au cours de l'été. Et donc 300, autant dire que ce ne sont pas que des big tech qui ont répondu. Il y a des associations, il y a des entreprises de services publics également. La Villa Numéris y a répondu avec le groupe La Poste, par exemple. Donc on peut avancer avec des solutions européennes, des nouvelles idées européennes, tout en étant accompagné dans ces discussions avec les GAFAM. Mais oui, enfin, le rôle du politique, c'est d'encadrer pour protéger le consommateur. Il publie des textes. Les entreprises se défendent, mais après, elles appliquent. Pas encore, ils vont appliquer. Mais c'est vrai que la multiplication des lois fait le plus grand bien des cabinets d'avocats. Donc, on ne peut pas se plaindre d'un côté de nourrir ce que l'on fait de l'autre. Bon. Et alors, David Lacomblette, vous aviez une actualité que vous vouliez partager avec nous. C'était cette bataille numérique qui se joue en Afghanistan. Avec cette actualité dramatique, une image d'un pays dont on a le sentiment qu'il sort du Moyen-Âge, mais qui en réalité est connecté, qui pousse quand même ses citoyens aujourd'hui à nettoyer leurs comptes Instagram, Facebook, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en danger de vie. Mais au-delà, c'est un pays qui avait pris une innovation de créer une identité numérique régalienne. Et les nouveaux hommes forts au pouvoir n'en demandaient pas autant, finalement, pour avoir des noms, des adresses. Et donc, effectivement, c'est un point de vigilance extrême, parce que, effectivement, le numérique rend des services. Quand on est en démocratie, tout va bien. Ce n'était pas le cas de l'Afghanistan. Mais quand vous passez de l'autre côté de la montagne, effectivement, ça devient des sujets de vie et surtout de mort. Alain Staron, une actualité beaucoup plus léger par rapport à... Beaucoup plus léger. Moi, je voulais revenir sur Rakuten qui rachète Altiostar. Donc Rakuten, opérateur japonais de télécom, qui était MVNO et qui s'est lancé avec son vrai réseau 5G
en utilisant les technos dites Open RAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête d'utiliser des technologies de type radio, j'utilise des technologies de type informatique. 40% d'économie. Mais pas que. Il faut imaginer que par rapport au réseau actuel où on déploie des milliers, voire 10 000 ou 20 000 antennes sur un territoire comme la France, on fait autant, sauf que derrière l'électronique, ce ne sont plus que des serveurs et des processeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre localement des puissances de calcul. Donc, je peux faire ce qu'on appelle du edge computing, voire de la distribution de vidéos de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Quand aujourd'hui un réseau télécom vend de la bande passante, la taille de son tuyau, un opérateur Open RAN va vendre du stockage. Et c'est un autre métier et c'est beaucoup plus efficace. Juste pour terminer, un Netflix, lui, il met son propre moyen de stockage chez les opérateurs télécoms. Donc il est en train de les disrupter. Donc je ne peux que féliciter le fait qu'Altiostar, donc, qui est un des géants de l'Open RAN, alors je sais qu'il y a des opérateurs européens qui regardent, je peux qu'encourager les opérateurs européens à foncer sur cette disruption du métier d'opérateur télécom qui va passer de la douche, j'envoie des données, à la baignoire, je stocke des données, ce qui est quand même beaucoup plus efficace, il faut le faire. Enfin, il y avait la bataille du contenu aussi. Hein. Ah, c'est le coup d'après, ouais. Mais bon. Merci beaucoup à tous les deux, David Lacomblette, président de la Villa Numéris, et Alain Staron, fondateur d'Amborella, pour vos éclairages sur cette ActuTech de la semaine. On continue Smart Tech, mais on va marquer une courte pause et après on se retrouve pour parler mobile business.